Ah, ça y est, c'est bon. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Désolée pour ce faux départ. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus malgré le froid de janvier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une 5e conférence dans notre cycle sur le corps, dans l'histoire de l'art et dans l'art en allant jusqu'à l'art contemporain. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question des limites du corps de l'artiste. D'une manière différente de la dernière fois, on avait parlé de la souffrance du corps. Là, on va vraiment être sur les limites mentales, physiques et émotionnelles, vous allez voir, d'une façon un petit peu plus ludique et curieuse. Avant de commencer, je voulais juste vous parler d'un film qu'il faut voir. Et ce, parce que la dernière fois, on avait parlé de Nan Goldin, pour celles et ceux qui étaient venus, par rapport au scandale pharmaceutique Sackler. Il y a eu l'un d'entre vous qui m'a envoyé un mail, et merci beaucoup d'ailleurs, avec cette recommandation de film. Donc ça s'appelle All the Beauty and the Bloodshed. Et c'est un film qui a été réalisé par Laura Poitras. C'est un documentaire qui est sorti l'année dernière, en 2022, et qui a eu le Lion d'Or à Venise et qui a de très bonnes critiques. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais je compte absolument aller le voir le plus vite possible. Donc, c'est du coup un documentaire qui suit l'artiste Nan Goldin dans son engagement politique pour révéler le scandale de cette affaire qui lie grands groupes pharmaceutiques et art contemporain. Donc voilà, c'est une recommandation de film et c'est rare de voir des documentaires primés avec des grands prix de cinéma et d'autant plus réalisés par des femmes, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Laura Poitras, c'est le nom de la réalisatrice, and All the Beauty and the Bloodshed, sorti en 2022. Voilà, alors encore une fois, avant de commencer, je précise quand même que les trois artistes que nous allons voir aujourd'hui, donc Fernand Léger, Abraham Poincheval et Marina Abramovic, j'ai choisi des œuvres vraiment en suivant le fil rouge d'une pensée précise qui est la mienne, et donc ce ne sera pas exhaustif comme d'habitude, je vous le redis encore une fois, et on va mêler anecdotes biographiques et analyse d'œuvres pour un petit peu s'intéresser à cette question des limites du corps. Comme d'habitude, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à le faire savoir, et sinon on pourra discuter aussi à la fin de la conférence. Et peut-être juste une chose avant de commencer. J'ai une petite pensée dans le train en venant tout à l'heure et je me suis dit que ça fait 5 fois qu'on se voit et la prochaine fois dans 2 semaines ce sera la dernière et on clora ce cycle de conférences et je pense qu'on ne réalise pas assez que ce qu'on fait ici c'est quand même assez engagé politiquement, pas seulement parce qu'on fait l'effort de se réunir en plein mois de janvier et que c'est pas forcément évident de se motiver, se retrouver, sortir de chez soi, pour des raisons de confort, mais aussi parfois de santé mentale, tout simplement. Ça peut être difficile de passer le pas de sa porte. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on se retrouve dans le cadre de conférences qui sont gratuites, qui sont ensuite rediffusées sur YouTube et donc très accessibles aux personnes qui ne peuvent pas venir, par exemple, ici. Et le fait de se retrouver, de s'envoyer des mails après, quand vous me faites des retours ou des recommandations, ce qui est vraiment très très intéressant, de discuter après les conférences ou avant, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux en ce moment. Et moi, ça m'aide beaucoup en tout cas à ne pas perdre le moral avec toute l'actualité un petit peu lourde et puis toute, surtout la numérisation de la société qui est en train d'avancer de manière très intensive. Là, je lisais récemment un article sur les intelligences artificielles et c'est pour ça que j'apprécie encore plus d'être ici physiquement avec vous et je voulais vraiment voilà, qu'on se redise ensemble que c'est un acte politiquement engagé, humain et important et précieux, quoi. Donc voilà, merci beaucoup d'organiser ça et à vous d'être là. Faut pas que je rigole trop. Alors donc du coup on va commencer quand même parce que je suis là pour ça par parler de Fernand Léger. Alors vous allez me dire, mais Olga, pourquoi un peintre qui, somme toute, semble assez classique, entre guillemets, peintre cubiste, et deux performeurs ultra contemporains dans une même conférence sur le corps? Ben justement, Fernand Léger, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un artiste de vraiment des toutes premières décennies du XXe siècle, qui a été en fait l'un des peintres qui a le plus travaillé la question du corps, et un peintre aussi qui est très sous-estimé. C'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant avec l'équipe du Pavillon Blanc de l'intégrer aussi dans cette proposition de conférence.
Et je vais vous présenter par une sélection donc, de peintures axées sur le corps, comment Fernand Léger va pousser la représentation figurative du corps à ses limites. Ici, vous avez La Couseuse de 1910. Alors sachez que j'ai mis toutes les œuvres de cette conférence en ordre chronologique par souci de facilité de lecture, mais aussi parce que ça va nous permettre un petit peu de voir les évolutions dans les carrières des artistes. Et pour Fernand Léger, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, Fernand Léger est un fils d'éleveur bovin de Normandie. Il se qualifie lui-même de brut au physique désavantageux et on le qualifie souvent à l'époque, en tout cas au début de sa carrière dans les années 1910-1920, de paysan de l'avant-garde. Donc il va vraiment souffrir de ce sobriquet de campagnard, surtout qu'il n'a pas vraiment fait d'études appropriées puisque lui voulait partir à Paris pour faire des études d'architecture. Ce qu'il n'a jamais fait, il a tenté tout de suite les beaux-arts et il a échoué au concours d'entrée. Et en fait, il s'est formé de manière autodidacte en fréquentant des ateliers d'artistes et puis surtout en découvrant très rapidement les cubistes, donc Picasso et Braque, puisque je vous rappelle que le cubisme commence officiellement en 1907 et que c'est aussi une année très importante pour Fernand Léger, puisqu'il va aller voir, comme nombreux des artistes qui vivent à Paris dans ces années-là, la rétrospective organisée autour de Cézanne, qui est décédé un an avant, donc en 1906, et qui va énormément influencer toutes les générations d'artistes qui vont venir à partir de là. Du coup, Fernand Léger, origine modeste, très influencé par Cézanne, il va d'ailleurs dire « Cézanne m'a appris l'amour des formes et des volumes », et aussi complètement en lien avec Picasso et Braque et les débuts du cubisme, ce qu'on va tout de suite voir apparaître avec déjà ici dans La Couseuse ces formes un petit peu qui commencent à se géométriser et à se fragmenter en allant très très vite, puisque là on passe de 1907 à 1910. Là, cette toile ici, Nue dans la forêt, date de 1910. Vous voyez qu'elle est assez grande, elle fait 1,20 m par 1,70 m. On va déjà être ici dans une quasi-dissolution du motif. Et si on n'avait pas le titre, Nu dans la forêt, ce serait déjà beaucoup plus compliqué d'y voir des figures humaines. Ce qui est intéressant avec cette œuvre-là, c'est de faire le lien avec un trait de caractère de Fernand Léger qui est qu'il aimait énormément les sessions et les cours de modèles vivants. Donc le modèle vivant, vous savez, c'est quand on se regroupe autour d'un ou d'une modèle nue, la plupart du temps, pour faire vraiment des exercices très ciblés sur une certaine partie du corps ou l'ensemble du corps. Avec, en fait, c'est un exercice d'apprentissage du dessin qui est l'un des plus classiques dans l'histoire des arts, même si, je vous le rappelle, il a été très longtemps exclu aux femmes. Notamment à l'école des beaux-arts, elles ne pouvaient pas faire ces cours-là pour souci de pudeur et de moralité. Et Fernand Léger était donc très très friand de modèles vivants et il en a fait pendant toute sa carrière en tant qu'élève. Donc cette peinture, elle est présentée au Salon des Indépendants l'année 1911 et c'est une des premières œuvres qui met en valeur sa rupture avec l'impressionnisme et son alliance avec le cubisme. Donc comme c'est un artiste qui est né en 1855, 88, qu'est-ce que non, pardon, 81, donc 1881. Il va vraiment arriver en 1900 à Paris à la vingtaine et être complètement absorbé dans toutes les avant-gardes très très novatrices. Et en même temps, lui, de son éducation, de sa culture visuelle, il vient de l'impressionnisme, le courant qui est juste avant le cubisme en termes de vraiment célébrité. Ça va être l'impressionnisme, donc il va se distancier de ça de manière très nette à partir des années 1910. Et en fait, une des anecdotes les plus flagrantes de cette rupture nette, c'est que Fernand Léger va brûler quasiment toutes les œuvres qu'il va faire avant l'année 1910. Et donc on retrouve quasiment aucune œuvre de jeunesse et de début de carrière, puisqu'il va au fur et à mesure les détruire. Donc ça, ce sont les premières œuvres qu'on a vraiment de lui. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir une vraie progression en parallèle avec l'histoire du cubisme. Vous savez qu'il y a plusieurs phases dans l'histoire du cubisme et qu'on va aller vers une déconstruction progressive de la figuration. Donc on va s'éloigner d'une reconnaissance possible d'un modèle extérieur comme ici vous avez, le modèle nu dans l'atelier,
En fait, si on n'a pas le titre, on ne peut pas retrouver le référent extérieur. Donc on est vraiment dans la limite entre la figuration et l'abstraction. Si cette peinture-là portait le nom de Sans titre, on serait clairement dans l'abstraction. Donc le dernier référent au monde extérieur est dans le titre. Je vous ai mis ici la version croquis, donc la version de préparation, et la version finale. Et c'est intéressant de voir justement, vous savez que j'aime bien montrer les travaux quand ils sont en phase, enfin le procédé de création en phase d'être créé, donc avant d'avoir le résultat final. Et ici, on voit bien avec ces rayons de blanc et ces différentes manière de justement étaler le noir avec plus ou moins d'intensité. On voit vraiment cette volonté aussi de créer différents plans, des effets un petit peu de texture chromée, rappelant aussi le métal et ces textures-là de matériaux industriels. Et en même temps créant aussi des effets de profondeur. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'il y a quand même ce lien très classique fait au modèle nu dans l'atelier, c'est-à-dire à la notion même du modèle vivant, qui est quand même une pratique très très classique de la peinture et du dessin. Il y a quand même des travaux de Fernand Léger qui sont plus reconnaissables, même dans ces années-là. Donc on voit qu'il est dans une forte expérimentation. Et évidemment, c'est un artiste qui va être, comme tous les artistes de sa génération, très marqué par la Première Guerre mondiale. Ce qu'on voit ici avec le soldat à la pipe, mais ce qu'on va voir aussi tout au long de sa carrière avec différentes références aussi au corps meurtri post-guerre. Toujours ce travail de l'effet du chromé qui fait ici évidemment référence aussi à l'armure réfléchissante. Et en même temps, on a aussi cette déconstruction de la figure de la tête avec cette sorte de boule qui semble se reproduire plusieurs fois, dont on pense que c'est la fumée de la pipe, mais qui pourrait aussi revenir à la figure de la tête qui semble un peu, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, ouais, qui semble un petit peu se confondre dedans ici. En tout cas, on est vraiment dans la même veine que l'abstraction géométrique, qui je vous rappelle est dans les mêmes décennies, donc entre les années 1900 et 1920. Sauf que pour Fernand Léger, ça va être vraiment important qu'on puisse avoir toujours un lien avec le corps. C'est vraiment un artiste qui est très intéressé par la figure du corps et pas par n'importe quelle figure du corps. Évidemment, une grande importance pour le corps meurtri post-guerre, mais aussi pour le corps ouvrier. Bon, avant de vous montrer ça, je vous parle un petit peu de cette idée de désarticulation. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que chez Léger, pourtant on est ici par exemple en 1917 avec la partie de cartes, on est vraiment dans un monde dans lequel l'idée du robot est absolument futuriste. Pour nous aujourd'hui, c'est un petit peu plus décelable déjà. Mais pour Fernand Léger, il y a déjà cette sorte de vision prémonitoire d'une humanité robotisée. Mais robotisé dans le sens de déshumaniser en fait après le trauma de la Première Guerre mondiale. Donc la désarticulation des corps, évidemment, ça fait référence aussi aux blessures de la guerre. Et on a aussi vraiment un hommage rendu à la classe ouvrière, donc au corps ouvrier, au corps souffrant, entre guillemets, mais d'une autre façon que la souffrance de la guerre. Et avec notamment cette peinture-là, donc le mécanicien, qui date de 1918, qui est très connu et qui en fait fait aussi ce lien avec l'arrière-plan, si vous le voyez bien. On est clairement dans une composition qui évoque l'abstraction géométrique. Et d'ailleurs, ce serait une bonne question à poser de savoir si Mondrian a déjà vu cette peinture ou pas. En tout cas, il y a ici aussi peut-être un peu une sorte de début d'indice de pourquoi on appelait Fernand Léger le peintre tubiste, donc pas cubiste, mais tubiste. Et ici, on le voit déjà un petit peu, notamment avec la forme de la main et des bras. Qu'on retrouve ici aussi, quelques années plus tard, avec la femme au chat.
Et il y a vraiment une période chez Fernand Léger, donc 1918 et 1923, qui est appelée mécanique, et où il va aussi beaucoup s'intéresser aux motifs, comme on le voit ici derrière la tête de la femme, avec cette espèce de motif à damier. Et si on observe un petit peu plus cette peinture, on va vraiment constater aussi la présence toujours du nu, puisqu'il y a simplement, il semble y avoir une sorte de couverture jaune sur les cuisses de cette dame, mais pour le reste, elle est quand même entièrement nue. Donc il y a toujours cette référence-là, et en même temps, on voit aussi que la manière de représenter le corps a quand même déjà beaucoup changé par rapport aux années 1910, où il y avait, là on retrouve aussi cet aspect texturé, presque métallisé, mais de manière très différente que les peintures qu'on a vues dans les années 1910 ici. Et puis on va aller vers une fragmentation et des expérimentations autour de la fragmentation toujours plus poussées. Par exemple avec ici son charlot cubiste, donc assemblage d'éléments en bois peint cloués sur du contreplaqué. Et la date est 1924, et pour resituer dans le contexte un peu de l'époque, on date à 1912 le premier papier collé cubiste. Donc c'est la première expérimentation de Braque et Picasso où ils ont mis, je ne sais plus si c'est une feuille de journal ou un morceau de carton dans une de leurs peintures. Et c'est une date très importante pour l'histoire de l'art contemporain parce que c'est la première fois qu'en peinture, on va avoir vraiment l'irruption du monde réel, de l'espace littéral, donc un vrai objet en fait au sein de la peinture. Et ça va ouvrir grand la porte déjà de l'art du collage, mais aussi de tout un tas d'incursions d'objets dans le monde de l'art, jusqu'à arriver au ready-made avec Marcel Duchamp en 1917, et puis à l'inclusion encore plus massive de l'objet dans le monde de l'art à partir des années 1950. Donc ici, on est clairement dans cette actualité-là, et en même temps, Fernand Léger va aussi montrer son intérêt pour le cinéma et pour l'image animée, justement par le biais de la décomposition et de l'assemblage en utilisant justement le bois, qui n'est pas non plus un matériau anodin, ce qui nous fait penser aussi aux mobiles en bois pour enfants, par exemple. Voilà. Tout en utilisant des couleurs assez tranchantes, assez sans nuances particulières, avec vraiment toujours cette géométrisation des formes. Et je vous parlais de l'intérêt pour le corps ouvrier. J'ai trouvé cette peinture-là très intéressante. Donc c'est Les Constructeurs, une huile sur toile de 1950. Donc là, on est déjà dans la partie vraiment très très avancée de sa carrière. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on voit, je trouve, quand même vraiment une évolution dans sa carrière. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand on regarde les œuvres d'un ou d'une artiste de manière chronologique. Parfois, on se retrouve avec des artistes qui ont une sorte de recette qu'ils vont appliquer tout au long de leur carrière et qui va un peu rester la même. Une recette qui fonctionne et qui vont décliner et développer, mais pas tellement. Pour Fernand Léger, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, il y a vraiment une quantité d'exploration qui est très grande. Ici, il nous dit, je le cite, « J'ai voulu rendre le contraste entre l'homme et ses inventions, entre l'ouvrier et toute cette architecture métallique, ce fer, ces ferrailles, ces boulons, ces rivets. » Donc en fait, c'est une peinture qui va être offerte aux usines Renault, et il va observer en fait la manière dont les ouvriers vont percevoir cette peinture. Et il va essayer en fait de comprendre comment est-ce que son art peut être reçu par les classes populaires. Et le fait qu'il ait cet intérêt-là, selon moi, c'est vraiment lié aussi à la manière dont il a grandi, donc en Normandie, classe populaire, fils d'éleveur, mais aussi à ce sobriquet qu'il a eu tout au long de sa carrière de peintre, de paysan de l'avant-garde, pardon. Et qui va vraiment le poursuivre, et en fait il va finir par en faire une identité presque revendiquée aussi. Donc ici on voit effectivement ces lignes qui semblent presque impossibles en fait, parce qu'on a presque une sorte de confusion entre arrière-plan, premier plan,
Et puis cet intérêt pour le corps humain, mais qui est là pas porté au premier plan en termes de taille, puisque les figures sont beaucoup plus petites. Mais par contre, on a toujours cet intérêt pour les effets de texture et pour ce lien avec l'espèce d'aspect un peu chromé, presque robotisé, même si c'est beaucoup moins flagrant que dans les peintures qu'on a vues auparavant. Et avec aussi les effets de fumée. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est de la fumée ou des nuages, mais ça contribue quand même à cette ambiance aussi de chantier et aussi la visibilisation vraiment de la lourdeur et de la dureté de la tâche avec ces ouvriers au premier plan qui portent cette espèce de grosse planche, ou alors on ne sait pas trop si c'est du bois ou du métal. Et ça fait aussi clairement référence, et ça on peut le dire aussi par le biais de la date, à toute la frénésie qui va y avoir, alors plus aux États-Unis qu'en France, mais Fernand Léger est tout à fait témoin de ça aussi, et qui est le début de la construction des gratte-ciel et l'idée de vouloir élever toujours plus haut aussi les constructions humaines et faire prendre des risques toujours plus grands aux ouvriers de ces chantiers-là. Fernand Léger, ce qui est intéressant, c'est qu'il va expérimenter tout un tas de formes artistiques différentes. Donc là déjà, juste en quelques minutes, on a vu la peinture, on a vu la construction de type assemblage, collage, le travail du bois. Et ici, on va avoir le travail de la céramique. En fait, Fernand Léger va rencontrer Roland Brice, qui est un de ses anciens élèves. Et Roland Brice, lui, il est devenu céramiste dans la ville de Biot. Et donc ensemble, ils vont faire tout un tas de structures, dont celle-ci, qui est la fleur qui marche, qui date de 1952. Et vous avez très probablement déjà vu une de ces sculptures en grande taille. Je ne sais pas si elle vous parle. Mais vous savez qu'on a la chance d'avoir beaucoup de Fernand Léger aux abattoirs à Toulouse, notamment les céramiques. Les mosaïques, pardon. Et je voulais vous mettre justement ici le modèle en taille réduite qu'on peut observer en fait en exposition vraiment comme une simple sculpture et qui après est agrandi et rendu adaptable aussi à l'espace public. Et ça, pour Fernand Léger, c'était quelque chose qui était important aussi, de sortir la production artistique de l'espace clos du musée. Je vous lis une petite citation. J'ai l'idée d'une haute sculpture polychrome, massive, en diable, avec des formes comme des flammes, où le vent du large pourrait jouer, donc où le vent pourrait passer et siffler. On la placerait au bord de la mer, des enfants pourraient passer, courir à travers ou cracher dessus en douce. Pour un monument qu'on regarde, mais un objet utile et spectaculaire dans la vie, et surtout pas de gardien autour. Donc vous voyez, il y a vraiment une vision très spécifique de la production artistique et de sa production artistique chez Fernand Léger qui rend, je trouve, aussi son parcours encore plus intéressant. En même temps, on peut pointer aussi le fait que c'est à la fois... vous m'entendez? Ça coupe un petit peu là. Ah, c'est rouge. C'est pas une bonne nouvelle ça. Peut-être que le changement de pile qu'on avait craint. Hop. Voyons. Ouais, super. Merci beaucoup Clément. Donc sans Clément et Nadège, je ne suis rien. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement la céramique, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un matériau qui semble être précieux. Quand on pense céramique, faïence, porcelaine, on pense à des choses plutôt précieuses et fines. Et en même temps, c'est quand même une technique artistique, une des premières techniques artistiques vraiment ancestrales qui nous relie en tant qu'humains avec la terre, avec les entrailles de la terre réellement. Donc mettre la main dans l'argile pour faire de la céramique. Et je pense que Fernand Léger avait vraiment conscience de ce lien-là et c'est ce qui l'intéressait beaucoup justement dans l'utilisation de ce matériau, en outre qu'il y a tout un aspect
possibilités de solidité à l'extérieur, vraiment très concret, qui l'intéressait aussi. Voilà une des dernières œuvres de Fernand Léger. Donc là, on a encore une évolution de la représentation du corps chez Léger, avec cette grande parade. Donc énorme format, comme vous pouvez le voir, qui est aujourd'hui au Guggenheim à New York. Et là, on a carrément un passage presque de l'arrière-plan au premier plan, avec ces grandes figures géométriques qui vont créer une sorte de transparence et qui vont flouter en fait complètement la notion de profondeur dans ce tableau. Et là, on retrouve en fait vraiment toutes les préoccupations artistiques de Léger comme synthétisées dans une immense toile, tout en simplicité et avec toute une déclinaison justement du corps, corps-machine, corps articulé, désarticulé, avec des sortes de parties ici un peu où on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. En fait, cette scène pourrait se passer à la fois dans le futur ou dans le passé. Il y a tout un tas de choses à y déchiffrer, à y voir. Des références au masque. Et en même temps, ce corps toujours lié à cette idée du modèle vivant. Donc des corps nus, mais en même temps avec aussi des... Enfin, c'est ça que moi je trouve fascinant, c'est ce côté, il a fait du modèle vivant toute sa vie, et en même temps les formes qu'il retient sont tellement simplifiées et tellement stylisées il a vraiment tiré du modèle vivant l'essence de la représentation du corps, mais en s'éloignant complètement du côté mimétique de la représentation. Il n'est pas du tout dans la mimésis, donc dans la représentation fidèle à un modèle, réaliste, entre guillemets. Il est vraiment aussi dans l'interprétation personnelle et sa vision du corps avec son propre style. Et toutes ces représentations-là, et j'en ai choisi, j'ai vraiment fait un choix, c'est-à-dire qu'il y a énormément de toiles, il y en a beaucoup, beaucoup plus que celles que je vous ai montrées là, de Fernand Léger, ayant pour sujet justement le corps. C'est très intéressant à voir justement, je trouve, l'évolution de ces expérimentations artistiques tout au fil de sa carrière. Et toujours ce lien un peu ambigu entre la formation en autodidacte et l'intérêt pour les cours de modèle vivant, et en même temps cette image déjà préinscrite chez lui du corps robotisé qu'on peut comprendre aujourd'hui de manière complètement différente, je pense, qu'au début du XXe siècle. Mais qui fait en tout cas complètement sens, même par rapport à ce que je disais en introduction sur les intelligences artificielles et sur cette idée qu'on va toujours plus loin dans l'expérimentation des assistants. Vous savez, quand on demande à Alexa de mettre un morceau de musique, oui, c'est vraiment ça l'évolution comment dire, la prochaine grande révolution après Internet, ça va vraiment être ces intelligences artificielles qui vont servir de robots en fait et avec des conséquences dont on ignore encore la teneur sur la société, mais du coup qui rendent les figures un peu robotisées et néanmoins pas déshumanisées, c'est ça qui est intéressant, de Fernand Léger tout à fait actuel. Est-ce qu'il y a des réactions un peu déjà sur Léger? Est-ce que tout ce que je vous montre là, vous l'aviez déjà vu ou pas du tout? C'est vrai qu'on a l'impression de connaître Léger parce qu'on le voit tout le temps quand on va aux abattoirs, que c'est un peintre quand même connu. Mais je trouve, il y a toute une partie de sa carrière qui est quand même assez sous-estimée, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Sur celle-ci en particulier, vous voulez dire? Je ne sais pas du tout. Je pense que ça doit être des toiles signées au dos. Le fait qu'il n'y ait pas sa signature présente, là, je peux pas vous... Oui, et on la connaît bien, sa signature, c'est vrai, mais après, c'est quand même un peintre qui a fait beaucoup d'œuvres, enfin, un artiste qui a fait beaucoup d'œuvres, puisqu'il n'y a pas que des peintures, vous le savez. Là, je peux pas vous donner d'explication là-dessus, je ne sais pas. Voilà.
Ok, on continue si vous voulez bien. Bon, alors on fait un sacré bond dans le temps puisqu'on va parler d'Abraham Poincheval qui est né en 1972 euh, et qui, lui, pour le coup, a fait des études d'art aux Beaux-Arts du Mans et de Nantes et qui enseigne aussi l'art de la performance aux Beaux-Arts de Aix-en-Provence. Euh, alors, on change complètement de point de vue sur la représentation du corps et de ses limites chez Poincheval. Et on va vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus ludique, dans le sens où ça va vraiment demander une intervention très spécifique du public. Vous allez voir pourquoi. Déjà, je vous lis un petit extrait que j'ai trouvé où Abraham Poincheval nous raconte comment est-ce qu'il est arrivé à cet art de la performance. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. Donc, c'est un peu venu par hasard. Quand j'ai terminé mes études à Nantes dans les années 90, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'étais intriguée par tout ce qui tournait autour de l'aventure, de l'expédition. À la fin des années 2000, je me suis alors rendue avec mon ami Laurent Ticchador sur l'île du Frioul au large de Marseille pour une expérience. On y est allé avec une caméra et on a vécu en autonomie pendant plusieurs jours. On en a rapporté des vidéos que l'on a projetées lors d'une exposition. Et ça nous a vraiment plu. Alors on s'est décidé à expérimenter le territoire à travers de nouvelles performances. Donc l'idée principale de l'approche de Abraham Poincheval, selon moi, c'est l'idée de créer de la fiction dans le réel. Vous allez voir pourquoi, je ne vais pas trop vous en dire. Donc déjà ici, je vous montre une sorte de, on pourrait appeler ça un croquis préparatoire. Donc c'est des peintures ou des dessins qui vont accompagner ces performances et qui vont agir comme, pas vraiment des traces puisque c'est des études préparatoires, c'est ce qui vient avant la performance, mais qui vont être des sortes de témoignages justement du questionnement et de la naissance de chacune de ces performances, de qu'est-ce qu'il s'est posé comme question et qu'est-ce qu'il a voulu montrer. Et ici avec œuf, donc en 2017, vous voyez que ce qu'il veut, c'est couver des œufs de poule jusqu'à éclosion. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un système de siège où, en fait, sur l'assise du siège, il y avait un renfoncement plus bas avec une sorte de caisse en plastique. Il a mis des œufs à l'intérieur. Il s'est assis, du coup, sur ces œufs avec une grosse couverture, donc dans une boîte en verre, dans une salle d'exposition. Et il est resté là 3 semaines et il a couvé ses 10 œufs et il y en a un qui a éclos. Et pendant ces 3 semaines, il a vécu nuit et jour dans cet espace d'exposition, si je ne me trompe pas, au Palais de Tokyo à Paris, en s'octroyant 30 minutes de pause par jour. Et sinon, il était là tout le temps, jour et nuit, sur cette chaise à couver ses œufs qui devaient rester en permanence à 37 degrés minimum. Donc ça a été pour lui une expérience extrêmement difficile physiquement. Et c'est ce pourquoi les autres performances qu'il a faites ensuite vont beaucoup plus être sur la logique de l'expédition avec une préparation. Alors que là, c'était vraiment juste 3 semaines, un siège, une couverture, et en plus avec un lien tout à fait direct avec le public qui était de l'autre côté de la vitre et qui le voyait en fait aux horaires d'ouverture du musée de manière complètement intrusive et un peu spécifique aussi parce que il faut savoir que dans cette boîte en verre, il ne pouvait pas vraiment bien entendre le public, ce qui a été aussi un problème et une difficulté pour Abraham Poincheval, vous allez voir pourquoi. Voici une autre performance qu'il a appelée Ours, où il va passer un certain nombre de jours dans la peau d'un ours naturalisé, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, au musée de la chasse et de la nature, donc il va aménager. Donc là, vous le voyez du coup en position semi-allongée, je dirais, à l'intérieur de cet ours au milieu du musée de la chasse et de la nature. Et ici, vous avez une liste du matériel embarqué. Donc vraiment cette sorte de liste très esthétisée, hein, vraiment travaillée de manière encadrée, etc. Qui s'intitule donc Études pour vivre dans un ours naturalisé et où il va notamment se mettre 45 repas lyophilisés,
un petit sac à dos, une frontale avec une batterie, tout un tas de choses, vraiment comme, faut toujours repenser à la toute première expérience qu'il a faite ainsi, qui était donc d'aller sur l'île du Frioul à Marseille et de passer un certain nombre de jours à vivre avec son compagnon de route, Laurent Ticchador, avec juste de l'eau potable. En sachant que sur les, je sais pas si vous êtes déjà allé au Frioul, mais il y a quasiment aucun arbre. Enfin, c'est vraiment très très rude. Et c'est vraiment dans cette optique-là de faire le lien entre expédition, aventure et performance que Abraham Poincheval va appréhender les limites de son propre corps. Et en fait, il va aborder ça sous différentes façons. Ici, vous voyez un exemple immobile, mais il va aussi avoir des exemples mobiles. On va voir. Avant ça, je vous montre juste une vue intérieure de l'aménagement de l'ours. Et ce que je trouve intéressant, donc ici vous avez thermos, matelas, jerrycan avec robinet, pompe, poubelle, désodorisant. C'est toujours à peu près les mêmes choses. Le petit Judas ici très bien placé. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la partie bibliothèque et garde-manger. Parce que quasiment à chaque fois qu'Abraham Poincheval s'embarque pour des longs périples comme ça, il va prendre énormément de livres, en fait. Alors, c'est une excellente question, à laquelle je n'ai pas noté la réponse. Mais je vais tout de suite chercher sur mon téléphone. En tout cas, en même temps que je vous cherche cette information-là, je vous présente Pierre. Donc ça, c'est vraiment une performance qu'il a fait connaître, mais qu'il a rendu très célèbre, au Palais de Tokyo. Donc il a creusé une cavité dans une énorme pierre, avec une forme d'assise, hein, comme vous voyez là dans son projet. Et il y est resté, pour le coup, une semaine. Et là, c'était beaucoup moins confortable que l'ours, puisque enfin, là, c'est vraiment la position adaptée pour dormir, etc. Ce qui est intéressant avec cette performance-là, c'était la même chose pour l'ours, mais il était beaucoup plus mis en lumière par la presse pour cette performance-là que pour celle avec l'ours. D'ailleurs, l'ours, c'est 13 jours, hein, je viens de voir. Ce qui était intéressant avec cette performance avec la pierre, c'est qu'il pouvait très bien entendre le public sans le voir. Donc en fait, toute la journée, dans la salle d'exposition, les gens venaient donc s'appuyer contre la pierre et lui parler. Et ça pouvait durer 1 minute, 2 minutes ou des heures, en fait, tout simplement. Et ça, ce côté discuter avec des gens dont on ne voit pas le visage, dont on ne sait pas qui c'est, pendant un certain temps et tout au long du coup de cette semaine d'enfermement, ça a été pour lui quelque chose de très très intéressant. Et du coup, il a toujours essayé d'avoir ce lien très spécifique avec le public. Abraham Poincheval, c'est quelqu'un qui a traversé la Bretagne en armure de chevalier, à pied, d'un morceau à l'autre, et qui a fait des rencontres avec des habitants sur le chemin, et qui a discuté des heures et des heures avec eux. Et grâce à l'armure, il a en fait pu débloquer tout un tas de choses chez les gens et engranger des discussions qu'il n'aurait jamais pu avoir. Donc c'est quand même sacrément perché, mais en même temps, quand on y pense, c'est aussi une forme d'art spécifique parce que il ne peut pas gagner d'argent avec ça. Donc il est soit pris en résidence dans des musées qui vont le rémunérer le temps où il va préparer ses œuvres, mais les œuvres après ne peuvent pas être littéralement achetées. On peut acheter les traces, on peut acheter les photos, etc. Mais c'est pas du tout, ça ne peut pas rentrer sur un marché lucratif, quoi. Et en même temps, ça crée aussi pour lui une sorte de monnaie d'échange sociale qui est assez, que lui décrit comme vraiment précieuse, quoi. On continue. On a parlé d'enfermement intérieur. Donc, je vous ai pas parlé de toutes ses performances, il en a fait énormément. Il s'est fait emmurer dans une librairie. Ça a été une performance très difficile, justement, parce que pas de lumière du jour, aucun lien avec personne. Ça a été très, très rude. Mais en fait, Abraham Poincheval, il va aussi s'enfermer à l'extérieur. Comme vous le voyez ici, devant la gare de Lyon à Paris, avec cette œuvre cette performance qui est intitulée
intitule Vigie Stylite et qui va faire en 2016, donc juste avant la Nuit Blanche à Paris. Et il va rester 6 jours consécutifs sur cette plateforme de 1,6 fois 1 mètre, donc qui n'a aucun parapet. Il va dormir là, manger là, faire toute sa vie là, à donc 20 mètres du sol. Et il va tenir en fait un journal où il va noter toutes ses pensées, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il observe de là-haut. Et en fait, lui, il s'inspire vraiment pour le coup ici des stylites qui sont des ermites. Quand vous tapez stylite sur votre moteur de recherche, vous trouvez des images de peinture chrétienne où on voit des sortes de tours en pierre très fines et très hautes et un saint assis au-dessus. Et en fait, c'est vraiment cette idée de la méditation solitaire qui vient vraiment du martyr permanent, c'est-à-dire d'une idée de la chrétienté, mais c'est pas seulement chrétien parce qu'on le retrouve aussi dans l'hindouisme ancien, cette idée de la foi complètement dénuée de tout artifice et où vraiment le stylite va se mettre dans un endroit inatteignable et il va se faire nourrir par les passants qui vont lui donner des choses, mais vraiment dans cette idée de martyr permanent et d'avoir une connexion très très pure avec la foi par le biais de la méditation, de la solitude et de cette souffrance imposée et choisie. Parce que là, je crois que la Nuit Blanche, c'est en octobre, il me semble, tous les ans, donc ça peut être quand même un peu frisqué à Paris. Mais il faut savoir que Abraham Poincheval a aussi fait ça au bord de la mer, avec des journées de tempête et des choses comme ça, donc vraiment en proie aussi aux éléments, quoi. Voilà, donc ça c'est pour lui aussi une manière de réfléchir à la notion du voyage. Et en parlant de voyage, voici Gyrovague, le voyage invisible, ça date de 2013, donc Gyrovague ça vient du latin gyrus, cercle, et vagus, vagabond. Et en fait c'est une performance où Abraham Poincheval a tracé une sorte de cheminement dans les Alpes, et a poussé cette espèce d'énorme cylindre dans lequel il a aussi dormi et porté toutes ses affaires au travers des Alpes, en montée, en descente, enfin vraiment avec une souffrance physique quand même assez incroyable. Et donc on le voit du coup sur les images traces de cette performance pousser son espèce de rond le long des montagnes. Donc je vous cite. Alors, l'aspect physique et cette sensation d'expérimentation me plaisent. Par exemple, quand j'ai traversé les Alpes avec un cylindre dans lequel je vivais, j'ai dû faire 4 mois de formation dans un centre sportif en amont. Pareil pour mon autre projet de traversée de la France d'est en ouest en ligne droite. Je suivais un chemin précis et je m'en détournais le moins possible. C'était le concept. Du coup, je suis passé dans des zones industrielles, des domaines privés et j'ai dû traverser des autoroutes. Donc il a quand même tracé une ligne d'est en ouest de la France et il s'est dit je vais faire cette ligne. Peu importe ce qu'il y a devant moi, je traverse tout à pied. Et en même temps, avec parfois vraiment des sortes de visualisations métaphoriques qui créent un décalage poétique tout simple, comme par exemple dans cette performance qu'il a appelée sobrement La Bouteille, qui date donc de 2015, où il a pendant 13 jours vécu dans cette bouteille en verre. Et donc il a remonté le Rhône de Lyon jusqu'à la Suisse. Et là, il raconte du coup pour cette expérience qu'il y a eu énormément de moments aussi où il a accosté entre guillemets dans divers endroits et où il a eu des très très longues discussions avec des passants du public dans sa bouteille jetée sur le Rhône. Donc lui, il nous dit « Je vais construire la plupart de mes pièces comme des capsules, comme des objets à voyager ». Juste pour finir sur Abraham Poincheval, je vous ai trouvé une petite citation de sa galerie, qui est la galerie Sémiose. Je trouvais que c'était très intéressant ce qui est écrit sur lui. Donc je vous cite « J'étais autrefois bien nerveux, me voici sur une nouvelle voie. Je mets une pomme sur ma table, puis je me mets dans cette pomme. Quelle tranquillité !» Dans son recueil de poésie intitulé « Lointain intérieur et
paru en 1938, Henri Michaud fait entrer son personnage dans une pomme. Donc ce que je viens de vous citer, ce sont des extraits des écrits de Henri Michaud. Forme contractée de l'infini, la pomme apparaît ici comme un espace du dedans, acquérant une dimension nouvelle, celle du temps, du refuge bienfaisant, de l'isolement rassurant et de la réduction de l'espace. Et c'est vraiment cette référence-là qui va nourrir le travail d'Abraham Poincheval. Donc cette idée de pousser les limites physiques, mais aussi mentales et émotionnelles du corps, parce que il faut quand même pouvoir arriver à s'isoler dans une pierre ou dans la peau d'un ours ou au-dessus, à 20 mètres au-dessus du sol. Ça demande quand même aussi des limites mentales, enfin de repousser les limites mentales et émotionnelles du corps, les limites de la fatigue aussi. Et Poincheval raconte que par exemple dans la pierre, en fait au bout d'un moment, il se rendait même plus compte de s'il dormait ou s'il était éveillé et qu'il savait plus si c'était le jour ou la nuit. Et il y a tout un tas de choses qui sont vraiment bouleversées comme ça et qui vraiment mettent en question la notion du temps. Qu'est-ce que vous en pensez de Poincheval ? Oui, n'hésitez pas à demander le micro si vous voulez réagir, et sinon on peut garder ça pour la fin. Mais c'est un petit peu... Enfin, c'est pas la même souffrance que la dernière fois. Et lui, il voit pas du tout ça comme une souffrance, au contraire. Et c'est vrai que quand j'ai lu un passage où il parlait du fait qu'il avait pris avec lui 10 livres dans l'ours et que du coup, bah, il les avait tous lus, je me suis quand même dit, ça a l'air pas mal quand même comme action. Ça donne un peu envie. Mais c'est vrai que ça fascine ce côté, bah, en fait, je vais rien faire du tout et je vais pas bouger d'un iota pendant 10 jours. Et c'est vraiment quelque chose où on se dit, mais est-ce qu'on en serait capable? Et en même temps, entre-temps, il y a eu le confinement, enfin, il y a quand même aussi des choses qui ont changé dans notre manière de voir la vie. Et enfin, ces travaux que je vous ai montrés d'Abraham Poincheval sont quand même avant le confinement, donc ça aurait été intéressant de savoir un peu comment ça l'a affecté. Et juste pour vous donner un peu un projet actuel sur lequel il travaille, il voudrait essayer de s'enfermer avec des abeilles. Et ça, apparemment, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident parce qu'en fait, il y a toute une manière de communiquer et qu'il y a tout un langage à apprendre et que c'est en fait à la fois très dangereux et en même temps, ça peut être très risqué aussi pour la vie en communauté des abeilles d'y mettre quelqu'un d'extérieur comme ça. Justement, après, enfin, c'est vraiment une question aussi. Pourquoi choisir un ours? Pourquoi choisir des abeilles? Je pense qu'il y a vraiment une notion d'engagement écologique aussi, puisque c'est quand même des espèces qui sont menacées et qui sont souvent, qui cristallisent souvent vraiment et qui symbolisent une transition en fait entre différentes périodes géologiques, hein, vraiment, parce que bon, l'ours a été introduit, puis accusé, puis défendu. Enfin, vous le voyez très bien quand on va se balader dans les Pyrénées. C'est quand même dans la signalétique de la rando, c'est aussi des choses qu'on voit, c'est des vraies questions. Et puis les abeilles, c'est vraiment le symbole de la disparition. Là, j'ai vu que les prochaines espèces menacées, ce sont les hérissons. Alors, ça deviendra peut-être un prochain travail de Poincheval, mais je pense que c'est pas anodin, justement, ce choix-là, quoi. Et puis, on sait que les abeilles ont une intelligence sociale très particulière et, et qu'il y a vraiment un langage à apprendre. Est-ce qu'elles vont l'adopter? Et c'est vraiment une question parce que quand Poincheval raconte les essais qu'il fait, pardon, en allant du coup en compagnie d'apiculteurs, bien sûr, il fait pas ça tout seul sans se poser aucune question. Il apprend vraiment énormément de choses sur la manière de fonctionner des abeilles. Mais il raconte justement que bah, parfois il va passer quelques heures avec elles et que ça se passe très bien parce que lui n'est pas stressé, qu'il va bien, et que quand il y va avec de l'appréhension, ça se passe beaucoup moins bien. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le ressenti et qui sont pour nous pas du tout communicables facilement par des mots, quoi, et qui vont être vraiment ressenties de manière non humaine en fait par les abeilles, quoi. Bon, on continue.
On continue et si vous avez d'autres réactions, on verra après. Je voulais finir justement ma présentation d'aujourd'hui par Marina Abramovic, qui est une tenante de l'art corporel et de la performance très connue. Donc je ne vais pas vous en parler de manière scolaire, on va dire, puisque je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Quelques infos néanmoins. Elle est née en 1946, elle est serbe et elle a fait les beaux-arts de Belgrade et de Zagreb. Donc là, vous avez les années où elle a été diplômée. C'est une fille d'un proche collaborateur de Tito et elle va être très touchée, influencée, blessée par toutes les tragédies et les exactions qui ont été menées du coup lors de la guerre de Yougoslavie. On en reparle après. Ici, je voulais vous montrer d'abord une performance de son tout début de carrière. Donc, vous voyez, son dernier diplôme date de 1972. Et là, la performance Rhythm Zero est faite donc en 1974 à Naples. Donc, l'artiste est là, dans la salle d'exposition. Il y a un papier devant elle avec des instructions. Sur ces instructions, il est écrit exactement comme je vous ai copié-collé là. Il y a 72 objets sur la table que l'on peut utiliser à volonté sur moi. Performance, je suis l'objet. Au cours de cette période, j'assume entièrement la décision que j'ai prise. Donc performance de 6 heures, de 20 heures du soir à 2 heures du matin. Et qui a été une performance très initiatique pour elle. Je vous lis son témoignage. Ce travail révèle quelque chose d'effroyable à propos de l'humanité. Cela montre à quelle vitesse une personne peut vous blesser dans des circonstances favorables. Cela montre combien il est facile de déshumaniser une personne qui ne lutte pas et qui ne se défend pas. Cela montre que si l'occasion se présente, la majorité des personnes normales, en apparence, peuvent devenir vraiment violentes. Elle n'a rien inventé. On l'a bien vu la dernière fois qu'on a discuté ensemble, puisque là, on est tout à fait après l'héritage de Gina Payne, etc. Et même de Yoko Ono et ses performances des années 60. Donc, on est bien d'accord, elle n'a rien inventé. Mais ce que je voulais vous montrer, surtout avec cette œuvre-là, et c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit on verra des choses moins déprimantes. Donc, ça, c'est la dernière chose déprimante qu'on va voir. Enfin, non. Mais en tout cas, au début de sa carrière, elle va vraiment avoir ce côté très où le corps va vraiment être une sorte de base et de support à la violence. Et plus sa carrière va avancer, plus elle va vieillir, parce qu'aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Plus elle va s'adoucir et elle va avoir d'autres regards aussi sur le corps qui vont être, vous allez voir en fait avec ce que je vais vous montrer dans l'évolution, qui vont être beaucoup plus doux. Veuillez m'excuser. Donc voilà, ça c'est un petit peu les débuts de sa carrière. Effectivement, elle n'a rien inventé, et en tout cas par rapport à la souffrance du corps, ça comme on a vu de la conférence de la dernière fois, justement, où on a discuté de toutes les performeuses qui sont venues avant elle. Et juste quelques petites œuvres choisies sur les limites du corps notamment, lors du moment de sa carrière où elle a beaucoup performé avec Ouley, donc son partenaire de vie de l'époque. Et notamment ici, celle qui se nomme Imponderabilia, donc 1977, toujours en Italie, et qui consistait simplement à être dans l'entrée de la galerie, ne pas bouger, et en fait à forcer les gens à passer entre les deux personnes, et à littéralement ressentir les limites de leur corps et du corps des artistes. Donc ça, c'est une performance très intéressante sur ce thème-là. Et celle-ci qui a été la performance qui l'a rendue, qui lui a fait accéder en fait à la célébrité donc dans les années 80, qui s'intitule The Other Rest Energy, donc l'autre, l'énergie qui reste. Et cette performance, donc il y a une trace vidéo qui dure environ 4 minutes et demie, et en fait dans la vidéo on les voit se mettre en place, on les voit voilà, tendre la corde de l'arc, et ça dure quand même 4 minutes, donc c'est quand même 4 minutes qui sont un peu longues. Et elle nous parle du coup justement que garder l'attention sur le danger, c'est se mettre au centre de l'instant présent.
Et un peu comme on avait vu la dernière fois avec Gina Payne qui marchait sur son échelle avec ses morceaux de métal, d'acier qui coupent, elle a vraiment cette envie aussi de créer ce moment d'instant, enfin ce moment d'instant présent fort et réveiller les consciences des spectateurs en créant ces moments en fait de tension presque cinématographique. Je vous lis une petite citation que j'ai trouvée de l'artiste. Lorsque je réalise une performance, c'est comme une construction esthétique, physique et mentale que je fabrique à partir de moi. Lorsque vous entrez dans cette construction, vous laissez derrière vous votre personnalité, votre moi ordinaire, et le transformez en un moi inusuel, c'est-à-dire extraordinaire. Donc ici, on voit bien ce côté d'esthétisation de la performance. Une autre performance qui est un peu moins connue qu'ils ont fait tous les deux, c'est une performance qui s'appelle la Grande Promenade de Mur, qui date de 1988. Donc, c'est une performance qui était prévue à l'origine pour le début des années 80, sauf qu'il a fallu 8 années de préparation en fait pour avoir toutes les autorisations politiques pour pouvoir faire cette marche le long de la Grande Muraille de Chine. L'idée était que Marina Abramovic et Ulay démarrent aux deux extrémités et parcourent donc chacun les 2000 km pour se retrouver au milieu. Et donc faire 2000 km à pied sur une muraille qui est en très mauvais état à de nombreux endroits, ça demande quand même pas mal de temps. Donc j'ai trouvé l'information, ça correspondait pour eux à peu près 3 mois de marche accompagnés d'un traducteur. Et donc à chaque fois de rencontres avec les populations locales, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que initialement, cette marche devait célébrer leur union, leur amour, et voilà, avoir cette symbolique-là. Et en fait, comme il y a eu ces 8 années de préparation administrative et de lourdeur justement pour la mise en place de cette performance, ben, en fait, quand ils se sont retrouvés en 88, ça a été une marche de séparation. En fait, ça a été quand ils se sont retrouvés, ils se sont en fait dit au revoir et se sont officiellement quittés lors de cette performance. Donc bien sûr, il y a toute une mise en scène spectaculaire, etc. Et on garde les traces bien choisies de cette performance par le biais de la photo. Donc ça devient aussi, il y a un côté mythique et légendaire, bien sûr. Mais il y a quand même voilà, ce côté de longueur et de durée qui, chez Marina Abramovic, est très spécifique. Ici, elle a eu donc le Lion d'Or à la Biennale de Venise de 97. Donc elle est assise sur un tas d'eau bovin qu'elle va nettoyer en fait pendant 4 jours. Avec une vidéo qui est projetée au-dessus d'elle qui évoque l'histoire des guerres de Yougoslavie. Évidemment, c'est un geste symbolique très fort et en même temps, je pense que ça a peut-être aussi été, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais pour la fille d'un proche collaborateur de Tito, ça a dû être aussi probablement quelque chose de très difficile à gérer dans sa propre famille, avec sa propre histoire familiale. Justement, et puis quand on voit sa date de naissance aussi, on se rend compte que c'est une femme qui avait du coup une quarantaine d'années lors de la chute du mur de Berlin. Donc c'est aussi, je pense, vraiment une histoire de vie personnelle très complexe et de laquelle elle parle assez peu. Et ce que je voulais vous montrer surtout par rapport à cette notion de longueur, c'est cette performance-là qui date de 2010, donc au Museum of Modern Art de New York, qui s'appelle The Artist is Present, donc l'artiste est présente, et où en fait elle va passer 2 mois et demi dans ce musée tous les jours avec des horaires fixes, à être assise à cette table et à en fait enchaîner les personnes qui vont s'asseoir en face d'elle. Donc pas de possibilité de parler, juste la possibilité de se regarder dans les yeux sans rien se dire. Et cela jusqu'à ce que la personne qui est venue reparte en fait. Donc ça peut durer vraiment très peu de temps parce que regarder quelqu'un dans les yeux de manière, enfin sans parler, quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas forcément non plus quelque chose de très agréable tout le temps.
Et en tout cas, ça a donné lieu, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant avec cette performance-là, à énormément de, quand on regarde les photos des visages des gens, en fait, à énormément de réactions différentes. Donc il y a des personnes qui rient de nervosité, il y a des personnes qui vont être très touchées et ça va se voir sur leur visage, il y a des personnes qui vont se mettre à pleurer tout de suite. Enfin, en tout cas, ça va générer tout un tas d'émotions très très particulières, cet échange de regards. Et il y a aussi une volonté pour l'artiste de déconstruire un peu ce mythe de l'artiste très reconnu, célèbre, puisque c'est quand même une artiste qui bénéficie d'une célébrité énorme, hein, au cours de sa vie. Et il y a ce moment, du coup, alors la légende, on ne sait pas si c'est mis en scène ou pas mis en scène, mais où après 20 années passées à ne pas s'adresser la parole, puisque la relation s'est assez mal terminée quand même avec Ouley, c'est-à-dire qu'il y a eu des procès, il y a eu, Ouley a gagné une certaine somme d'argent, justement en reconnaissance aussi de sa participation artistique à leur carrière, etc. Et donc après 20 années à ne pas communiquer ensemble, il est venu donc à cette performance et s'est assise en face d'elle. Et c'est là qu'on voit justement ce que vous avez ici, le visage en larmes donc, de l'artiste et ce geste de se toucher les mains qui était du coup proscrit dans les indications de la performance. Donc il ne fallait pas poser les mains sur la table, pas se toucher. Et qui du coup va créer ce moment légendaire et vraiment un des moments les plus connus de l'art des années 2000 où il va y avoir ces retrouvailles très émouvantes sans parole en fait. Voilà, mais on ne saura pas si c'est un moment préparé ou non. Officiellement, non. Voilà, donc ça c'est un petit peu une composition avec 3 artistes vraiment pour faire un tour de la question à 360 degrés en partant de ce qui pourrait sembler être plus classique, c'est-à-dire la peinture, l'assemblage, point de vue extrêmement léger, en passant par la manière dont Abraham pointe l'enfermement, de l'enfermement métaphorique, puisqu'il va questionner cette notion à la fois de la solitude, mais ça a pour lui de communiquer avec les gens pendant qu'il fait ses sur sa plateforme devant la gare de Lyon, il communique par moyens, par des signes, etc. Et avec vraiment cette notion de répétition qu'on a vu pendant 2 mois et demi, donc pendant 2 mois et demi, ou bien marcher le long d'une muraille pour digérer le deuil d'une relation, etc. De décliner les limites émotionnelles du corps qui réunissent un peu ces 3 artistes, enfin qu'on a voulu réunir pour vous. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à lever la main. Ou pas. Donc effectivement, j'espère que ça vous a plu et que c'est voilà, c'est un petit peu moins rude que la dernière fois où on était plus dans le sanguinolent. À peine. Vous l'aimez pas, Marina Abramovic, j'ai l'impression, ouais. Mm. Après, ça dépend si vous considérez que l'art est pour vous une manière de communiquer avec les autres ou si l'art est pour vous une manière d'expier des choses qui vous font du mal comme une thérapie. Et c'est peut-être ça qui s'est passé aussi
pour le travail qu'elle a fait à la Biennale de Venise, justement, où elle nettoie les eaux. Enfin, en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle le justifie, c'est qu'il y avait vraiment un côté expiation et catharsis, quoi, vraiment. Se débarrasser d'un héritage personnel et familial très très lourd par le biais de la performance artistique. Mais en fait, elle, ce qu'elle dit aujourd'hui, quand on regarde des interviews actuelles d'elle, c'est qu'elle veut faire du bien aux gens. Et quand on se souvient de la toute première performance que je vous ai montrée là, où elle a vraiment un avis super négatif et pessimiste sur les gens et leur volonté, il y a vraiment une évolution intéressante, je trouve, dans son approche et sa manière d'être. Et elle est beaucoup plus dans un aspect thérapeutique de la création artistique aujourd'hui qu'au début de sa carrière, où elle était très très dans la dénonciation et dans une vision très violente. Après oui, le problème, c'est que Marina Abramović est une artiste qui est une artiste starifiée. C'est une célébrité extrême du monde de l'art contemporain. Donc évidemment, ça pose aussi question sur qui elle est et sur la place qu'elle occupe. Là, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par sa célébrité émotionnelle? Parce que l'art en fait, les célébrités dans l'art, la plupart, c'est sur l'émotion, quoi. Ils ont la célébrité par l'émotion. Et en fait, sa célébrité, c'est sur l'émotion. Il y a une décharge émotionnelle qui est terrible, là. Mais elle est malade. C'est à la limite de l'automutilation. Enfin, moi, c'est comme ça, je le ressens. Je sais pas. Après, bon. Oui. Alors l'art, oui, je veux bien, mais à ce moment-là, on descend dans un asile où il y a des tas de gens malades et on aura des œuvres d'art, mais qui vont, vous sortirez de l'asile, vous serez Ben, défalqué, quoi. Et on peut l'intégrer dans l'art aussi, hein. Bien sûr, mais ça a été fait, par exemple, lors du mouvement Cobra. C'est des mouvements avant-gardistes du XXe où justement l'idée était de descendre dans les asiles et de considérer et de mettre en lumière les productions artistiques faites par les malades mentaux comme des œuvres d'art, vraiment. Mais après, ça n'a pas duré très longtemps, cet intérêt-là, hein. Aujourd'hui, il est plus trop... Après, oui, qu'est-ce qui justifie, du coup, à quel point est-ce qu'on peut justifier des activités par le biais de la célébrité et leur donner une définition d'œuvre d'art? Oui, ça, c'est une vraie question, par contre, effectivement. Il ne s'agit pas de justifier, il n'y a pas à justifier, c'est pas... Mais enfin, bon, Ouais, on pourrait faire une conférence entière là-dessus. Vous envoyez une dizaine comme ça, vous dormez pas de la nuit, là. Vous êtes malade pendant une semaine, là. Non, excusez-moi, moi. Vous étiez pas là la dernière fois, je crois. Hein. J'ai été exposé à des faits extrêmement violents. Quand je vois ça, c'est. Ouais, bah, ça pose vraiment la question du coup de qu'est-ce que elle a vu aussi pour avoir ces réactions-là, parce que c'est vrai que nettoyer des eaux sanguinolentes pendant 4 jours... j'irai pas dans. Je suis très très passionné par l'art, mais j'irai pas dans ce cheminement-là pour non. Mais ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui pousse un artiste ou une artiste à choisir la performance plutôt que la représentation visuelle figurative. C'est qu'il y a quelque chose qui doit passer par, et c'est pour ça que je parlais de cathartique tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui doit passer par son propre corps, quoi. Je pense que c'est ça. Après, moi, pour le coup, je fais pas de performance, donc je peux pas en parler. Mais je pense qu'il y a vraiment de ça aussi. C'est une expression de choses qu'on n'arrive pas à exprimer par des mots ou par des images et qu'on va exprimer par le corps, comme par exemple des danseurs ou danseuses s'exprimeraient, quoi. Et pour elle, pour le coup, là, c'est des... Enfin, pourquoi marcher 3 mois pour aller faire un câlin à son ex qu'on ne va plus jamais voir après c'est aussi des questions. Pourquoi faire ça, en fait? Oui, mais ça, à la limite, c'est pas violent. Bah, pour elle, ça a été violent, parce que c'était une marche très difficile. Hein. Il y a quand même des parties qui sont extrêmement en ruine, où il y a vraiment le corps et... Parce que pendant la marche, en même temps, vous regardez un paysage, oui, ça vous amène à la réflexion, bien ça sûr. vous amène à l'élaboration mentalement de choses.
Et bon, comme les personnes ils font du vélo, Oui, oui, oui. mais là, par contre, Mais c'est quand même c'est- accepter de faire une marche de 3 mois avec comme objectif de penser pendant tout ce temps à une personne dont on est en train de perdre l'amour, quoi. Donc il y a aussi un engagement, enfin je pense qu'il y a un côté de guérison vraiment là-dedans, quoi. par Et exemple, oui. exactement. Mais En exactement. tout cas, on peut complètement relier les marcheurs de Compostelle à cette œuvre-là, ça c'est clair, oui. De toute façon, c'est une évidence, ils le font en pensant à quelque chose, hein. Bien Ouais. sûr, Ah, bien sûr. absolument. Bien sûr, c'est clair. Après, est-ce qu'ils gardent trace de leur marche de manière photographique, vidéo et textuelle et est-ce qu'ils la mettent dans des galeries qu'ils exposent? Ça, c'est encore autre chose. Mais Ouais. ça, c'est plus lié au réseau et au monde de l'art contemporain. Ce qui, voilà, enfin, c'est sûr que ça pose question. Ça, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est une jolie référence. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez continuer la discussion. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, du coup, pour notre dernière conférence, comment représenter le corps en compétition. Merci à vous, merci pour votre attention.